Comment nourrir l'Afrique sans engrais chimiques? Peut-on nourrir l'Afrique d'aujourd'hui et même l'Afrique de 2050 sans engrais chimiques, sans engrais de synthèse? C'est ce que je vais essayer de partager ici avec vous. Parce que la question qui me revient à chaque fois, c'est: mais Thierry, comment va-t-on faire pour pouvoir nourrir l'Afrique? Nous sommes un continent peuplé. Si on n'utilise pas les engrais de synthèse, si on n'utilise pas les engrais, comment va-t-on faire pour pouvoir subvenir aux besoins alimentaires de la population? Donc, tout au long de cette vidéo, c'est un petit plaidoyer. Je vais essayer comme ça de partager avec toi. Je sais que beaucoup d'entre vous êtes intéressés par le domaine agricole, mais que certains ne maîtrisent pas. Et vous voyez qu'aujourd'hui, nous sommes aussi sous l'emprise de beaucoup d'industries. Nous sommes sous l'emprise de beaucoup de lobbying. Aujourd'hui, il faut savoir que le domaine agricole, c'est un domaine capitaliste. Et que là-dedans, il y a tellement d'enjeux qui se jouent. Mais avant déjà de poser la question, de se demander est-ce qu'on peut aujourd'hui nourrir l'Afrique sans utiliser les engrais de synthèse, sans utiliser les engrais chimiques, il faudrait déjà aussi qu'on fasse un petit rappel d'actualité. Tu es au courant que le président Macky Sall est allé voir la Russie, M. Poutine, pour plaider, c'est-à-dire que le cas des Africains, afin qu'ils puissent nous octroyer tel que le blé et surtout les engrais. Parce qu'aujourd'hui, tel que la Russie, c'est la Russie qui est le grenier, c'est-à-dire que d'Europe, et c'est la Russie aussi qui fournit en termes de céréales l'Afrique. Et c'est la Russie qui produit aussi en termes d'engrais de synthèse. La Russie est parmi les premiers producteurs. Et d'où donc l'origine des engrais de synthèse. L'origine des engrais de synthèse, de l'engrais chimique, c'est que c'est l'énergie fossile. Tout part du pétrole. Donc, avant de se poser la question que vous me posez, Thierry, est-ce qu'on peut cultiver sans engrais? Je vais dire oui. Est-ce qu'on peut nourrir l'Afrique sans engrais de synthèse? Avant de rentrer dans les détails, il faudrait déjà qu'on sache c'est quoi l'origine, d'où vient l'origine des engrais de synthèse. Ou est-ce que la plante a besoin, c'est-à-dire d'engrais? Je dirais oui, la plante a besoin d'engrais, mais d'engrais aujourd'hui, la plante se nourrit de façon biologique, de façon naturelle. D'où est donc venue l'origine des engrais de synthèse? Pourquoi est-ce qu'aujourd'hui on se retrouve à assister nos plantes par les engrais de synthèse, les engrais chimiques? L'origine des engrais chimiques, c'est au sorti de la Deuxième Guerre mondiale. Sorti de la Deuxième Guerre mondiale, on a deux chimistes, un au nom d'Albert Bosch. C'est Albert Bosch qui fait une expérimentation. Lors de l'expérimentation, il constate qu'après la Deuxième Guerre mondiale, dans les tranchées, vous savez que là où il y avait la bataille, là où se trouvaient exposés les corps qui étaient bombardés par, les canons, il y avait énormément de végétation dans les tranchées. Donc c'est après analyse que le chimiste Albert Bosch déduit que c'est la poudre de canon. La poudre de canon, parce qu'à l'époque, lors de la Deuxième Guerre mondiale, la poudre qu'ils utilisaient pour les canons, c'était du nitrate. Souvenez-vous bien, retenez bien ce nom, le nitrate. C'est le nitrate qui est l'azote aujourd'hui. Donc c'est comme ça que par déduction, Albert Bosch va au laboratoire avec le stock restant du nitrate a commencé, c'est-à-dire à élaborer l'engrais de synthèse chimique. Donc l'engrais de synthèse aujourd'hui c'est quoi? Ils sont là au laboratoire, capter, c'est-à-dire que l'azote de l'air, donc capter l'azote de l'air, mélanger à l'hydrogène.
Donc, azote de l'air capté, mélange à l'hydrogène, c'est ce qui donne l'azote, le nitrate. Donc, lorsqu'ils sont venus proposer, c'est-à-dire aux agriculteurs, au sortir de la Deuxième Guerre mondiale, vous voyez qu'il y avait comme ça, c'est-à-dire que la famine, les gens manquaient, de quoi manger. Il fallait booster, c'est-à-dire que l'agriculture, c'est ce qu'ils ont appelé la révolution, c'est-à-dire que la révolution verte, la révolution agricole. Donc, il fallait produire massivement afin de pouvoir nourrir la population. On a proposé, c'est-à-dire que justement, cet engrais de synthèse, cet engrais chimique aux agriculteurs, ce qui a boosté la productivité. Il faut qu'on soit d'accord là-dessus. L'engrais de synthèse a boosté la productivité. Mais tu vas me demander comment est-ce que, après les années 40, comment est-ce que les paysans, comment est-ce que les agriculteurs produisaient? Ils produisaient de façon biologique, de façon naturelle. C'était une agriculture agro-silvo-pastorale. Une agriculture où, sur le même espace, cohabitaient les animaux, les végétaux, les arbres et les cultures. Donc, lorsqu'ils élevaient, lorsqu'ils récupéraient les effluents, les digestions, ça pouvait être des bousses de vache, les lisiers de porc, les fermes de poules, les urines de ces animaux, ils allaient amender le sol. Donc ils allaient épandre ça sur le sol, sur leur sol. C'était ça le fertilisant. Il faut aussi comprendre que le procédé était que naturel. Comment la plante, comment la graine pousse. Une graine a besoin de quoi? Une graine a besoin de CO2, d'oxygène, de lumière, d'azote et de plusieurs oligo-éléments. Donc, besoin d'eau, oxygène, azote. Et l'azote, maintenant, comment est-ce que la plante assimile l'azote? Parce que l'azote qui est capté de façon naturelle, par exemple, un maïs que tu vas s'aimer ne pourra pas capter que l'azote directement. Le maïs que tu vas s'aimer, une légumineuse qui sera à côté, par exemple, l'arachide à côté, le niébé à côté, le haricot à côté, certains, je vais dire légumineuses, qui sont là, savent fixer l'azote. Donc, ça fixe l'azote, et cet azote ne peut pas être directement assimilable par la plante. Qu'est-ce qui va donc jouer ce rôle-là? Ce sont les bactéries. Ce sont les bactéries qui vont venir minéraliser cet azote-là afin de le transformer en nitrate. Donc, c'est le nitrate qui est cette fois-ci assimilé par les racines de la plante. Il faudra bien retenir, parce que cette partie est un peu très technique, mais il faudrait comprendre ça, parce qu'il faut comprendre que c'est le sol. À chaque fois que vous m'entendez parler, je vous dis, intéressez-vous plutôt à votre sol. Intéressez-vous plutôt à votre humus. Donc c'est l'humus. Ce qui va créer l'humus, ce sont les milliards de bactéries, ce sont les milliards de micro-organismes. Il faut comprendre qu'une poignée de terre a plus d'êtres vivants. Dans une poignée de terre, il y a plus d'êtres vivants dans la poignée de terre que d'humains sur la planète. Donc si nous sommes 7 milliards, il y a plus de 7 milliards d'êtres vivants dans une poignée de terre. Et chacun joue sa partition. Donc c'est comme ça que l'agriculture a été, de façon biologique, de façon naturelle, se fait. Donc l'engrais de synthèse est venu donc booster tout ça. Parce que quand c'est naturel, tu vois, la plante assimile de façon naturelle, lentement, c'est-à-dire que le nitrate, donc l'azote. Mais lorsque l'azote est de synthèse, est chimique, tu vois que le processus qui est là, il faudrait que les bactéries viennent d'abord déminéraliser afin que la plante assimile. Le processus est lent. Quand c'est l'engrais de synthèse, le processus est rapide parce que l'engrais de synthèse est déjà minéralisé. Les bactéries viennent tout simplement, en cette fois-ci, déminéraliser rapidement et assimilent rapidement la plante. C'est pour ça que la production peut être boostée rapidement. C'est pour ça qu'on peut avoir plus de production, de productivité. Mais si ça ne s'arrêtait que là, ça allait être magnifique. Mais les effets pervers qu'on constate aujourd'hui, c'est surtout ça qu'on relève aujourd'hui. Après plusieurs années de recul, on se rend compte que le modèle de production
par les engrais de synthèse, les engrais azotés, c'est dangereux. Ça a énormément d'effets pervers sur le plan de l'environnement, sur le plan même de la santé humaine. C'est qu'aujourd'hui, avec les pratiques agricoles, telles que la mécanisation, le fait qu'on soit toujours en train de retourner la terre, qu'on soit en train de casser les agrégats. Je vous ai expliqué ici que ce sont les batteries. Les batteries, c'est quoi? Les batteries, certains sont invisibles à l'œil nu. Ce sont les micro-organismes. Ce sont les vers de terre. Ce sont les coromboles. Ce sont les chenilles. Certains champignons, dont les mycéliums. Ce sont eux qui font ce travail-là. Ce sont eux qui font le travail de broyer les feuilles mortes qui tombent, de broyer les branches mortes qui tombent, vous voyez, de broyer la matière organique et la matière végétale. Ce sont eux qui décomposent cette matière organique et matière végétale. En déféquant, les bactéries viennent donc minéraliser ces matières fécales-là et la transforment cette fois-ci en nitrate, en azote, assimilable par la plante. Donc vous voyez que dans les plantations aujourd'hui dites industrialisées, on n'a plus d'arbres. Et il n'y a plus d'arbres. Ils appliquent aujourd'hui, on pratique aujourd'hui une agriculture industrielle, intensive, sur la monoculture. Ça veut dire que lorsqu'ils viennent aujourd'hui, ils cultivent du blé, ils cultivent les céréales, ils récoltent tout, ils ne laissent rien, ils ne laissent rien, puisque même les déchets aujourd'hui sont des fourrages où ils vont nourrir les animaux. Or, que dans l'idéal, il faudrait à chaque fois restituer le carbone. Donc, il faut comprendre aujourd'hui que l'agriculteur aujourd'hui doit plutôt s'intéresser à son carbone, au taux de carbone. Doit plutôt, je vais dire, élever sa matière organique. L'agriculteur doit s'intéresser à la matière organique de son sol. Et la matière organique aujourd'hui, c'est quoi? C'est tout ce que je viens de citer. Les feuilles mortes qui tombent, les branches mortes qui tombent, la matière organique que tu apportes, les lisiers de porc, les bousses de vache, les fientes de poule, certains insectes, certains animaux qui meurent, les racines des plantes, parce qu'il faut comprendre aussi les racines des arbres. Un arbre a comme ça des millions et des millions de racines. Il y a des racines qui meurent, qui enrichissent le sol, qui libèrent justement, je vais dire, des illégaux éléments qui libèrent aussi du nitrate d'azote. Et il y a le sol, les racines aussi jouent quoi? Les racines jouent aussi un rôle de porosité des sols. Ça permet à ce que l'eau s'infiltre au sol. Ça permet à ce que l'oxygène pénètre au sol. Ça permet aussi, justement aussi, la pénétration aussi des engrais, je veux dire, des oligo-éléments. Les racines des arbres qui sont là aussi permettent la fixation du nitrate. Parce que lorsqu'on vient, je suis encore en train d'expliquer les bienfaits, mais le danger maintenant, pourquoi est-ce qu'on observe énormément de danger aujourd'hui en utilisant les engrais chimiques? Parce qu'aujourd'hui, les plantations dites industrialisées, on n'a plus d'arbres. Parce que pour faire fonctionner aussi aujourd'hui les engins mécaniques, tels que les tracteurs, les moissonneuses-batteuses, certains, je veux dire, outillages d'agriculture, les camions, il fallait, c'est-à-dire abattre les arbres. Ils ont fait un plan Marshall sur lequel, souvenez-vous au départ, j'ai dit que c'était une agriculture agro-silvopastorale. Ils avaient des arbres sur les parcelles. Avec la révolution verte, ils ont coupé tous les haies, donc ils ont abattu tous les arbres, afin de pouvoir faire aussi fonctionner l'industrie de la mécanisation. Parce que, vous voyez, le tracteur ne peut pas bien fonctionner quand il y a des arbres. Donc il fallait abattre, planifier le sol. Donc vous voyez qu'en pratiquant justement, c'est-à-dire que cette stratégie d'abattage des arbres, vous voyez qu'ils ont cassé ce qu'on appelle le cycle de séquestration de carbone. Parce que les arbres qui sont là jouent un rôle important. Vous savez qu'aujourd'hui,
La pollution, c'est quoi? Nous subissons énormément de pollution. Pollution, c'est-à-dire que sur les transports aériens, les avions. Pollution, c'est-à-dire que sur l'automobile. Pollution, c'est-à-dire que de nos usines, on subit énormément de pollution dans l'air. Et les arbres aujourd'hui et les plantes ont cette capacité-là aujourd'hui de fixer justement le carbone. C'est pour ça qu'il est conseillé d'avoir des arbres, parce que les arbres fixent le carbone. Et souvenez-vous que l'engrais de synthèse, l'origine de l'engrais de synthèse, c'est le carbone. Parce que c'est la somme des carbones séquestrés par le sol, c'est ça qui va donner plus tard, des milliers d'années plus tard, l'énergie fossile. Donc, quand il n'y a pas d'arbres, quand on perd, parce que en pratiquant justement la mécanisation, on est à chaque fois en train de retourner la terre. Il faut se rappeler que j'ai dit, ce sont les micro-organismes. Il y en a qui sont épigés, donc qui ont besoin d'oxygène, qui vivent en surface. Les vers de terre, le corombole, les scorpions, les scarabées, les champignons, il y en a comme ça des milliers qui ont besoin d'oxygène, qui sont en surface. Il y en a qui sont hémifigés, qui sont plutôt vraiment au sol, qui n'ont pas besoin de lumière, qui sont dans le sol, en profondeur, qui n'ont pas besoin de lumière, ni d'oxygène, qui sont là, qui font aussi un bon travail, qui sont là à régénérer telles que les racines des plantes ou des arbres. Parce que les racines mortes, ce sont ces micro-organismes qui bouffent ces racines-là et en déféquant, nourrissent le sol. Vous voyez que lorsqu'on vient à les tracteurs, lorsque c'est dans l'agriculture conventionnelle, avec les tracteurs vont labourer en profondeur, retourner la terre. Ça va faire quoi? Ça va détruire le gîte, donc ça va détruire l'habitat des micro-organismes qui sont en profondeur, qui n'ont pas besoin de lumière, ni d'oxygène. Ça va les ramener en surface et ça va prendre ceux qui sont en surface, qui ont besoin d'oxygène et de lumière, ça va les ramener au sol. Voilà comment est-ce qu'on casse le système. Et en cassant aujourd'hui le système, vous voyez que la terre perd ses êtres vivants. Parce qu'il faut comprendre qu'on doit cultiver sur un sol vivant. Le sol que vous voyez est vivant. Intéressez-vous au sol. Je veux dire, il y a des êtres vivants qui sont là. Il y a plus d'êtres vivants dans ce sol-là que d'êtres humains sur la terre. Donc vous voyez que de par nos pratiques, en ramenant les tracteurs, en retournant la terre, on casse le système. Et voilà comment, lorsqu'il pleut, qu'est-ce qui se passe? L'eau lessive, donc l'eau, ça crée le ruissellement. L'eau lessive, la terre, la bonne terre, qui est l'humus, ça ramène ça avec les coups d'eau. Ça laisse quoi? Ça laisse du sable. Et lorsque maintenant, on vient utiliser l'engrais de synthèse, lorsqu'on vient épandre l'engrais de synthèse, vu que le sol n'a plus d'humus, ça crée quoi? Le sol devient un sol mort. Le sol n'a plus d'humus. Qu'est-ce qui se passe? Lorsqu'on vient épandre l'engrais de synthèse, l'engrais chimique, qu'est-ce qui se passe? Ça se lessive. Ça se lessive pourquoi? Parce que n'ayant plus d'humus, n'ayant plus la matière organique, parce que c'est la matière organique qui permet de maintenir, c'est-à-dire que les fertilisants, les oligo-éléments, c'est la matière organique qui permet que l'eau s'infiltre au sol, qui permet aussi de garder un sol humide. Parce que quand le sol est compact, il faut comprendre avec les tracteurs viennent compacter le sol. Lorsque tu verses ton engrais, ça se lessive. Et quand ça se lessive, ça fait quoi? Ça va polluer la nappe phréatique. Ça va polluer la nappe phréatique et on se retrouve en train de boire des eaux chargées. C'est ce qui se passe ici en Occident. Nous, en Afrique, on n'a pas déjà des eaux de qualité. Pour mon pays, le Cameroun, que je connais, c'est que l'eau, quand tu ouvres le robinet, l'eau est marron. Est-ce qu'on a des systèmes comme ça, c'est-à-dire voilà, performants de traitement d'eau? Si on va se mettre à utiliser massivement aujourd'hui les engrais de synthèse, l'engrais chimique, est-ce que vous voyez les dangers? Ici en Occident, on voit les dangers de ça. Ça va dans la nappe phréatique, ça va vers les cours d'eau. On a aujourd'hui des invasions d'algues. Les cours d'eau, les mers sont polluées. Les algues
Donc, voilà, voilà les dangers qui nous guettent avec la consommation d'engrais de synthèse. Aujourd'hui, est-ce que l'Afrique peut se passer d'engrais de synthèse, d'engrais chimiques? Est-ce qu'on peut cultiver sans engrais chimiques? Oui, je dis on peut cultiver sans engrais chimiques parce qu'il faut aussi comprendre que le sol africain est différent du sol occidental. Parce que chez nous, on a cet avantage que la vie microbienne est active. Parce que comme il fait chaud, comme la chaleur et la pluie, donc, les sols sont humides, les bactéries sont en activité. Donc on n'a pas besoin de venir donner encore plus d'engrais de synthèse. On a plutôt besoin d'enrichir le sol, de continuer à nourrir le sol avec du carbone. Donc le carbone, c'est les feuilles mortes, les branches des arbres, la matière, c'est-à-dire organique, donc les bousses lisieux de porc, bousses de vache, fientes de poule, de ramener la matière organique à chaque fois. On peut faire du BRF, donc du bois ramené fermenté. Ça veut dire quoi? On peut broyer les feuilles, broyer les branches, les rameaux d'arbres et pendre le sol. Donc c'est de nourrir le sol. Et quand tu nourris ton sol, tu nourris quoi? Tu nourris les bactéries, tu nourris les micro-organismes du sol. Donc le conseil que je peux te donner ici, c'est de te préoccuper plutôt à nourrir les micro-organismes de ton sol. Parce que tu n'es pas sans oublier aussi qu'il y a une crise qui est là, la crise sur l'engrais. On ne va pas aller dépendre d'un produit que nous ne faisons pas. Et même il faut aussi comprendre aussi que produire l'engrais aussi, c'est aller à l'encontre, je vais dire aujourd'hui, de l'environnement. Produire l'engrais de synthèse, ça pollue énormément. Parce que pour produire le nitrate que nous avons là, il faut passer par les procédés, il faut aller justement, c'est-à-dire que sortir le pétrole, et on sait comment sortir les énergies fossiles, c'est polluant. Transporter tout ça, c'est polluant. Il faut aussi savoir que le nitrate, l'azote de chimie et l'engrais de chimique qui ne s'infiltre pas, ça s'évapore aussi. En s'évaporant aussi, ça crée l'ammoniac. Donc l'ammoniac aussi, c'est des particules fines qui sont nocives pour l'environnement. Donc aller extraire les énergies, si on veut aller dépendre des énergies fossiles aujourd'hui, c'est aller encore créer d'autres sources de pollution. Donc aujourd'hui, aussi on va aller dépendre, si nous voulons aussi dépendre aussi des engrais fossiles, c'est aller, vous voyez ce qui se passe, oui, quand la Russie dit que je ne donne pas mon engrais, ça fait quoi? Ça bloque, je vais dire, ça bloque l'agriculture sur le plan mondial. Ça bloque, parce qu'on ne doit pas aujourd'hui être dépendant, je vais dire, de ces énergies fossiles. C'est vrai, en mettant l'engrais, en ne mettant pas l'engrais, on a une production de moins 19%. Mais on a une production de moins 19%. Tu me diras, mais Thierry, on produit moins. Mais je vais te dire, on produit moins, mais on gagne en qualité. Parce que lorsque les plantes ne sont pas assistées de façon chimique, les plantes elles-mêmes, elles vont chercher les oligo-éléments. Parce qu'il faut comprendre ici que lorsque tu verses l'engrais chimique, c'est plutôt le N, qui est le nitrate, le P, qui est le phosphore, et le K, qui est la potassium. Donc quand on verse l'engrais chimique, il n'y a que le N et le P et le K. Alors que la plante a besoin comme ça de plusieurs oligo-éléments qui se trouvent en profondeur. Lorsque la plante n'est pas assistée, lorsque c'est la plante elle-même qui va chercher ces oligo-éléments, elle va en profondeur avec ses racines, va chercher le fer, manganèse, donc tous ces oligo-éléments qui sont en profondeur. Il faut comprendre que c'est en profondeur, c'est les roches. Et qu'est-ce qui qu'est-ce qui enrichit le sol aussi? Je veux dire, c'est les racines. C'est les racines des arbres, parce que les racines des arbres peuvent aller en profondeur, broyer ces roches-là, créer l'argile, créer le limon, créer le sable, créer le zinc, créer le fer en broyant. Et à travers justement les racines, à travers
par le biais des vers de terre. Je vous ai dit que le ver de terre, lui, il y a les épigées et les hémipigées qui vont en profondeur. Le ver de terre peut faire des galeries de plus d'un mètre de profondeur. Ça va donc brasser l'argile et le limon avec la substance qu'il y a dans l'intestin du ver de terre, hein, qui est du calcium. Ça broie tout ça en déféquant. C'est ça qui crée le sol qui est là, qui est l'humus. C'est ce que vous entendez, le complexe argilo-humique. Donc, si j'ai un conseil à donner, ou si j'ai un conseil, si il y a un truc qu'on peut observer, c'est que nous faisons déjà bien en Afrique. Il ne faut pas dire que non, c'est l'agriculture industrielle. Ils sont en train de revoir. Ce que je suis en train de vous dire, ils sont en train de revoir les pratiques. Aujourd'hui, ils sont dans l'agriculture biologique, ils sont dans l'agriculture de permaculture, où on associe les cultures, où on fait un couvert végétal, où le sol est toujours couvert de façon permanente, parce qu'on essaie d'imiter la nature. Ils font aujourd'hui ce qu'on appelle l'agriculture de conservation, pareil, où le sol doit toujours être couvert. Parce que le truc ici, c'est de toujours bénéficier, je vais dire, du soleil, de bénéficier de la photosynthèse. Parce que le truc ici, il faut toujours garder le sol couvert. Il faut toujours que sur le sol, qu'il y ait des plantes. C'est qu'eux ne font pas ici. Depuis plus de 50 ans, ils pratiquaient une agriculture où ils disaient que le sol devait être propre. Donc ils labouraient, ils avaient même des concours de labour où ils labouraient le sol, ils laissaient le sol propre, nu. Et quand le soleil tape, il faut comprendre que quand ça tape, ça tue les micro-organismes, ça tue les bactéries, ça rend le sol compact, et ce qui fait que l'eau ne s'infiltre pas. C'est pour ça que vous voyez des phénomènes ici. Lorsqu'il pleut pendant 30 minutes, vous avez l'impression qu'il a plu pendant 20 jours. Plus du fait que leur société, de plus en plus, ont construit sur du béton, vous voyez que l'eau ne s'infiltre pas, ça crée des inondations. Pas plus tard qu'il y a quoi, peut-être 3 ou 4 mois, vous avez vu ce qui s'est passé en Allemagne. Des dégâts comme ça, c'est-à-dire que par rapport, c'est-à-dire que justement, aux mauvaises pratiques agricoles. Donc, peut-on produire ou peut-on nourrir l'Afrique sans engrais chimiques? Je vais dire oui. On peut nourrir sans engrais chimiques. On peut nourrir sans engrais chimiques. En expliquant, comme je viens d'expliquer, on peut nourrir sans engrais chimiques. Parce qu'aujourd'hui, ce n'est pas la productivité le problème en Afrique. Mais le problème en Afrique aujourd'hui, c'est la conservation. Il faudrait plutôt qu'on mette l'accent sur la conservation. Il faudrait qu'on... Et ce n'est pas en pratiquant l'agriculture industrielle intensive sur les monocultures. Il faudrait comprendre, tel que j'explique aujourd'hui là, on est en train plutôt de voir que c'est l'association des cultures. Tel que nous sommes en train de faire aujourd'hui en Afrique, où nos mamans, sur un même espace, sèment le maïs, le haricot. Il faut comprendre que le haricot fixe l'azote. Mettre le soja fixe l'azote. On met l'arachide fixe l'azote. Ils mettent le macabo, elles mettent le taro, elles mettent l'igname, elles mettent les graines de courge, mettent le bananier plantain. Vous voyez que sur le même espace, en associant les cultures, je vous ai dit, il y a des cultures comme ça, fixatrices d'azote, et en labourant moins, puisqu'avec la houe, parce qu'il faut aussi comprendre l'outil qu'on utilise, la houe agresse moins le sol, la houe ne va pas en profondeur détruire ou ramener, c'est-à-dire que je veux dire, les micro-organismes qui sont en profondeur, parce que la houe travaille juste en surface. Donc, c'est-à-dire que la houe préserve la vie microbienne du sol, et avec les légumineuses qui sont là, qui fixent l'azote, les bactéries peuvent cette fois-ci minéraliser l'azote que les plantes comme l'arachide, le haricot, le soja ont fixé, et cette fois-ci transformer ça en nitrate consommable par la plante. On le fait déjà. On le fait déjà. Et ce qui fait que ça enrichit notre sol. Et ce qu'il faut derrière, c'est continuer à restituer. Ne pas enlever la végétation. Lorsqu'on a récolté, on laisse encore justement cette fois-ci les déchets végétaux au sol pour continuer à nourrir les bactéries. Donc le travail de l'agriculteur serait plutôt de nourrir
la microfaune de son sol, de nourrir sa matière organique, de continuer à capitaliser sur sa matière organique. Parce que il faut comprendre aussi que lorsque vous vous habituez à l'engrais de synthèse, lorsque vous ne mettez pas l'engrais de synthèse, vous avez compris que lorsque vous mettez l'engrais de synthèse, les bactéries viennent minéraliser. Lorsque vous ne mettez plus l'engrais chimique, les bactéries viennent plutôt cette fois-ci minéraliser l'humus. L'agriculteur en Afrique aujourd'hui qui mettait l'engrais chimique, parce que l'engrais chimique, à un moment donné, le sac coûtait, je prends un exemple, il y a peut-être 20 ans, le sac coûtait 5 000. Aujourd'hui, où le sac coûte 25 000, 25 000 un sac, vous imaginez? La personne qui a peut-être 5, il y a même peut-être 2 ans, mettait l'engrais chimique. Maintenant, le sac est passé à 25 000. Se dit que non, je n'ai plus de moyens pour mettre l'engrais chimique. Qu'est-ce qui va se passer? Ce qui va se passer, c'est que les bactéries vont aller minéraliser cette fois-ci son humus. Puisqu'il n'est plus là en train de nourrir les bactéries, parce que les bactéries se nourrissent de quoi? De l'engrais chimique qu'il versait. Maintenant où il ne verse plus l'engrais chimique, les bactéries vont plutôt aller faire quoi? Minéraliser son humus, bouffer son humus. C'est comme ça qu'on crée le désert. Il suffit qu'il fasse ça comme ça pendant 5 ans, pendant 2 ans. Il ne verse pas d'engrais, son sol se minéralise. Donc les bactéries vont bouffer tout son humus. C'est comme ça qu'on crée le désert. Le sol va se transformer en sable. Parce que s'il n'a pas le réflexe que derrière, ils viennent mettre la matière organique, ils viennent mettre la matière végétale. Mais les bactéries vont faire quoi? Les bactéries vont minéraliser son humus, vont bouffer son humus, et ce n'est que le sable qui va se... Ce n'est que le sable. C'est comme ça que le désert du Sahara s'est créé. Il faut comprendre que le Sahara, c'était un jardin luxuriant, des arbres magnifiques. Mais ce sont les pratiques agricoles qui ont fait en sorte que le sable se retrouve aujourd'hui là. C'est la désertification, le fait qu'on soit en train d'abattre les arbres qui ont fait en sorte qu'on ait ce désert. Donc on peut aussi aujourd'hui, au travers de cette crise-là, qui est en train de se passer, réfléchir à comment est-ce qu'on devait penser notre modèle agricole, comment est-ce qu'on devait penser notre production, comment est-ce qu'on devait penser notre mode de production. Est-ce que nous voulons dépendre des énergies fossiles? Est-ce que nous voulons toujours aller dépendre des autres? Est-ce que nous voulons toujours aller comme ça essuyer des humiliations? Oui, c'est bien beau de dire ah, Macky Sall est allé se faire honte. Mais est-ce que monsieur le président Macky Sall, il n'a pas de conseillers? On n'a pas des ingénieurs agronomes en Afrique? On n'a pas des spécialistes en biologie, en microbiologie, des biochimistes qui puissent conseiller nos chefs d'État? C'est trop facile de dire qu'il est allé se faire honte. Il n'est pas ingénieur agronome, à ce que je sache, le président Macky Sall. Il n'est pas biologiste, à ce que je sache. Il n'est pas microbiologiste, à ce que je sache. Il n'a pas de conseiller? Ou c'est des personnes qui n'écoutent pas des conseils? Ici, en Occident, le président parle sur le conseil de ses conseillers en écologie, en agriculture, en agronomie, en chimie. Le président, ce n'est pas un sabitou, il a des conseillers. Nos chefs d'État n'ont pas de conseillers. Où on va aller se faire humilier parce qu'on veut l'engrais. Combien de paysans utilisent l'engrais? Combien sont à même d'acheter les sacs d'engrais aujourd'hui à 25 000? Donc on se doit aujourd'hui de repenser notre mode de production. Voilà comment je pouvais aussi répondre à cette question. Laissez-moi dans les commentaires votre avis. Moi, je vous donne le fond de ma pensée. Je vous dis, je suis dans le domaine agricole. Ce sont des pratiques que je mets en place. C'est des pratiques que j'expérimente. Je vous dis ce que je fais sur le terrain. Je vous dis aussi ce que je vois autour de moi ici en Occident. Je côtoie les agriculteurs. Je suis aussi, c'est-à-dire que les revues scientifiques, je me forme, je suis des séminaires. À vous aussi de me mettre dans les commentaires ce que vous pensez. Est-ce qu'on se doit aujourd'hui, au nom de la productivité, aller vers les trucs chimiques? Et aujourd'hui, on voit les dégâts de ça sur le plan de la santé. Est-ce qu'on peut toujours comme ça aller produire de façon chimique alors que nous n'avons pas des hôpitaux de qualité, nous n'avons pas de plateaux techniques de qualité, alors que nous n'avons pas de pouvoir d'achat? Demain, lorsqu'on va décider des maladies dégénératives sur les consommateurs, auront-ils les moyens de se soigner? Est-ce qu'ils arrivent déjà présentement aujourd'hui à se soigner? On a des personnes encore comme ça qui meurent parce qu'ils n'ont pas l'argent pour acheter un cachet, un comprimé. On a des personnes qu'on laisse mourant, qui meurent au seuil de la porte des hôpitaux parce qu'ils n'ont pas l'argent pour se payer les frais d'entrée. Ici en Occident, ils ont traversé ce câble-là. Ici en Occident, il y a l'obligation de se soigner. Ici en Occident, ils ont les moyens financiers. Aujourd'hui, ici en Occident,
Je veux dire, l'industrie, c'est-à-dire quoi, la tech, sur le plan de la santé, est développée, la recherche est développée. Donc, on se doit de réfléchir sur tous ces modèles. Et aujourd'hui, ici en Occident, ce sont ces mêmes spécialistes qui sont en train de tirer les sonnettes d'alarme. Je parle ici des biologistes, des microbiologistes, des chimistes, des ingénieurs agronomes qui tirent la sonnette d'alarme, des consommateurs qui tirent la sonnette d'alarme sur la qualité des produits que nous consommons ici en Occident, sur le mode de production industrielle intensive avec les engrais de synthèse, engrais chimiques. Ça, c'est le plaidoyer que je voulais partager. Et à vous dire, si vous voulez faire de l'agriculture, intéressez-vous d'abord au sol. Je peux comprendre que la vidéo que je suis en train de passer, ça va peut-être vous paraître très technique, mais n'allez pas faire l'agriculture sans vous intéresser au sol. Le sol, aujourd'hui, ici, c'est la vie biologique du sol, la microbiologie du sol, la microfaune, les bactéries. Comment fonctionne le sol? Comment fonctionne ton sol? Comment fonctionne la plante? Ne vous intéressez pas tout simplement que cette culture donne les millions, cette culture donne les milliards, cette culture donne ici. Non. C'est parce que tu auras maîtrisé comment le sol fonctionne que tu pourras avoir ces millions. Sinon, tu peux te retrouver juste en train de travailler, de servir les intérêts de plusieurs grands groupes agro-industriels. C'est de ça qu'il s'agit. Voilà ce que j'ai à partager cette vidéo. Une fois de plus encore, merci pour toi qui es resté jusqu'au bout de la vidéo. Et comme je dis, laisse des commentaires, abonne-toi si tu n'es pas encore abonné, partage massivement la vidéo autour de toi, afin que vous soyez comme ça plusieurs à viser de ces enjeux-là. Comme j'ai coutume à dire, l'information c'est la connaissance c'est la richesse. Une fois que tu as ces informations, tu appliques les stratégies et tu passes à l'action massivement afin d'impacter ta vie et impacter la vie de tous ceux qui t'entourent. Je souhaite te dire merci. À la prochaine vidéo. Ciao.